Bonjour à tous, c'est Prof et Geek, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça y est, c'est reparti, on replonge dans mes lectures du mois de mai pour la deuxième partie dans cette vidéo. Les récits que j'ai lus en lien avec Ninjak sont Rapture, qui est la suite de l'intégrale sur Shadowman et la suite de l'intégrale Ninjak, ainsi que Roku, que l'on retrouve dans l'intégrale de Ninjak. Alors, il vaut mieux d'abord lire l'intégrale Ninjak avant de lire le tome basé sur Roku quand même, sinon... Même s'il y a des explications, c'est quand même un petit peu mieux d'avoir un peu toutes les clés en main. En tout cas, moi, je préfère tout avoir en main. Alors, au niveau de Roku, le dessin, c'est un petit peu bateau quand même. Hein. Donc là, c'est tout simplement Roku, une assassin qui loue ses services et qui, en fait le job, hein, tout simplement. C'est une des plus grands assassins du monde. Et on l'envoie... chercher une jeune fille et je vais pas développer plus que ça. Histoire très bateau, dessin moyen, je vais mettre 11 ou 12, c'est pas l'histoire de l'année. C'est dommage qu'il y ait beaucoup de one-shot comme La Reine Oubliée que c'est pas oufissime. N'allez pas me faire dire que c'est parce que ce sont des personnages féminins, hein. Il peut y avoir des personnages féminins qui ont des super histoires, comme par exemple Noctera, que je vais vous présenter dans pas longtemps. Mais là, c'est pas ouf. En ce qui concerne Rapture, c'est déjà beaucoup plus joli. Hein. On voit des combats dans le monde des morts, il y a des discussions un peu philosophiques, on voit des personnages un peu torturés qui essayent d'échapper à leur destin. Si vous avez aimé Shadowman, si vous aimez Ninjak, ne passez pas à côté de la suite directe qui est Rapture. Franchement, lui, je me suis régalé. Un bon 15-16 là aussi. Je le recommande fortement. On arrive sur le dernier comics, je vous ai spoilé le nom il y a quelques instants. Il s'agit de Noctera, le tome 2 paru chez Delcourt. Quel est le speech de Noctera? Je refais un petit point du tome 1. Le monde vit dans une obscurité perpétuelle, le soleil ne se lève plus, il y a eu un jour où le soleil a arrêté de se lever, et les gens mutent dans l'ombre en fait. S'il n'y a pas de lumière, qu'elle soit naturelle, artificielle, en fait les gens mutent, et les animaux aussi d'ailleurs, la nature aussi, et devient ultra hostile, ultra badass, donc c'est un petit côté Mad Max, un petit côté zombie, un petit côté cauchemar, film d'horreur, qui est mélangé dans un univers créé par Scott Snyder qu'on avait trouvé sur Batman New 52 ou Batman Last Night on Earth par exemple, ainsi que Batman Metal et toutes ses suites. Graphiquement, c'est de la bombe, hein, tout simplement. Il y a des lumières, c'est chatoyant. Une petite planche pour vous montrer la nature hostile quand ça a buté, voilà, ça devient un peu dégueu. Je vais un petit peu spoiler ce qui s'est passé dans le tome 1 pour expliquer ce qui se passe ici. Donc Val, qui a le nom de code Sundog, a récupéré une petite fille qui aurait la formule mathématique qui pourrait, si elle est implantée dans une matrice et un générateur, pourrait ramener le soleil et donc effacer la nuit perpétuelle. Donc il y a une course-poursuite pour l'amener à un endroit, mais ils savent pas où, donc ils vont devoir rechercher. Ils sont poursuivis par des types qui sont totalement en ombre, qui sont des tueurs sanguinaires, psychopathes, et en fait c'est vraiment le trip à la Mad Max version il faut avoir un petit génie aussi pour trouver l'endroit où il faut implanter le code. Il y a un petit côté Matrix un tout petit peu, bon alors il n'y a pas le côté on se projette dans la matrice, mais voilà, il y a beaucoup de liens, beaucoup d'inspiration. C'est pas mal. Alors j'ai traîné pour acheter le tome 2 parce que j'avais tellement d'achats à faire que celui-ci est un peu passé à l'as, mais je le regrette pas du tout. J'attends le tome 3 avec impatience. Là aussi, un bon 14 sur 20. J'attends de voir le tome 3 qui risque d'être la conclusion d'ailleurs de l'histoire. En tout cas, foncez chez Delcourt. Vu le prix, c'est très intéressant. On part dans mes lectures manga qui ont été un peu nombreuses, mais beaucoup de séries qui étaient en cours, donc je ne vais pas forcément m'étendre très longtemps. On commence avec Star Wars, Le Mandalorien, le tome 1. Alors, je vous avais dit que j'avais très peu lu de choses dessus, je savais même pas qu'il allait sortir en manga, pour tout vous dire, c'est juste quand j'ai vu les infos passer que je fais « Oh, faut que je le prenne », parce que Mandalorian, c'est une série que j'aime beaucoup, et en fait, c'est l'adaptation du premier épisode, tout simplement. Vous avez de A à Z tout le premier épisode qui est retranscrit sous forme manga. Et honnêtement, graphiquement, c'est vraiment pas mal. L'immersion est totale, tout est bien respecté. J'ai passé aussi un bon moment, donc un petit peu déçu qu'il n'y ait pas un petit peu plus que l'épisode 1. Ça aurait pu déborder ou apporter des infos en plus ou quelques pages de récits supplémentaires. C'est pas forcément le cas. Peut-être que ça le sera sur les épisodes suivants. En tout cas, là, Nobinobi fait un beau travail
de parution. Je suis assez content. Je vais pas être très objectif sur la note puisque c'est une série que j'aime bien à la base, donc la lecture a été très agréable et a été facilitée. Je vais mettre un bon 14. Du coup, ce qui va signifier que il va y avoir 8 épisodes pour arriver à la fin de la saison 1, j'imagine. Ce qui peut amener sur des séries assez longues au final, puisqu'on vient de finir la saison 3, il y a 8 épisodes dans chaque saison, donc ça va faire 24 tomes possibles, et c'est pas encore fini. Donc on risque de partir sur une série qui est assez longue. Alors c'est pas très épais, mais ça va prendre de la place au final. En tout cas, si vous aimez le Mandalorian, ne passez pas à côté, même s'il n'y a pas de nouveauté, c'est toujours agréable de s'y replonger dedans. Toujours en Star Wars, j'ai lu l'épisode Vision, qui est un tome unique. Alors, je vous avais dit que je me posais la question si c'était juste une suite de la série Vision qui est sur Disney+. Non, en fait, c'est l'adaptation de certains récits, tout simplement. Donc, il y a 4 récits qui ont été adaptés là-dedans, puisque je rappelle que la première saison de Vision, il y avait 8 ou 9 épisodes, je crois, qui en fait ont été confiés à des studios japonais. Donc c'est pour ça qu'il y a un code très japonisant dedans, avec notamment l'épisode du Ronin, qui n'est pas présent là-dedans. C'est un peu la déception, parce que c'était pour moi le meilleur épisode. Et là, en fait, on a juste l'adaptation de certains épisodes animés en format papier. Alors ça ne veut pas dire que c'est nul, graphiquement c'est assez joli, hein. Franchement tous les épisodes étaient pas mal du tout. Voilà notre épisode qui est retranscrit. Voilà, il y a juste le dernier épisode dont le trait est un peu moins bien, un peu en dessous, il faut dire. Il y a d'ailleurs des incohérences physiques improbables là-dedans, qui même ne respectent pas l'univers Star Wars, même si celui-ci est très permissif, hein, avec notamment le bruit dans l'espace. Là, il y a des trucs qui sont pas possibles, tout simplement. Mais là, c'est pas la faute du manga, hein, c'est la faute de la conception de l'épisode tout court qui a été validé par Disney. Après, si vous avez aimé Vision, vous pouvez replonger dedans. Par contre, là aussi, pas de nouveauté. Bon, 13-14. Apparemment, c'est un tome unique, donc voilà, c'est la lecture agréable, et après, vous passez à autre chose. J'ai lu également Ikusa no Ko numéro 3, qui est paru chez Mangetsu, nouvelle série de Tetsuo Hara, où en fait, ça nous raconte la jeunesse de Oda Nobunaga, un samouraï japonais très très connu, qui a eu un impact sur le Japon. Alors, même moi, je ne le connais pas suffisamment, donc je ne veux pas trop développer pour l'instant sur le personnage, pour pas me tromper, tout simplement. Je ne voudrais pas dire de bêtises. Par contre, qu'est-ce que c'est agréable de retrouver ces dessins de Tetsuo Hara, le papa de Ken le survivant, Okuto no Ken, Soten no Ken. C'est juste de la bombe de se dire que voilà, vous avez Ken le survivant qui incarne Oda Nobunaga, tout simplement, où on retrouve forcément plein de têtes de personnages qui sont dans d'autres mangas qu'il a pu dessiner, comme Keiji, comme voilà, Ken le survivant. On retrouve plein de personnages qui ressemblent. C'est juste génial. C'est vraiment, je lisse ma petite Madeleine de Proust en ce moment, je vous avoue, parce que ça me ramène dans un de mes mangas préférés, tout simplement. Donc là, on voit vraiment la partie plutôt adolescente de Oda Nobunaga. Dans le 2 premiers tomes, c'était plutôt un enfant. Et là, on voit que la vie d'adulte commence à pointer le bout de son nez, mais c'est pas pas juste dans l'innocence, le passage à l'âge adulte. Là, il y a vraiment des enjeux politiques importants, puisqu'il y a des guerres de seigneurs. Son père est un seigneur et il commence à perdre contre des combats alors qu'il en avait gagné avant, etc. Il avait une assise sur un certain territoire, il commence à perdre des morceaux, il y a des trahisons dans la famille, enfin bref, c'est très politisé, donc il faut un peu suivre, et le jeune Oda Nobunaga, qui se fait passer pour un demeuré et un gars un peu bébête sur lequel il ne faut pas compter, voilà, va avoir un rôle à jouer, il va devoir surprendre le monde, et c'est intéressant de voir un petit peu son côté malicieux, son côté respectueux aussi, à sa façon. Il y a aussi l'arrivée des Gaijin, des étrangers qui vont avoir un rôle à jouer. Donc j'attends avec impatience les autres numéros, les autres tomes qui vont sortir. Le tome 4 est sorti récemment et je ne l'ai pas encore lu, mais ça va venir. Et j'espère vous faire un débrief sur la série complète un jour, ou en tout cas vous parler de 5 ou 6 numéros dans quelques temps, parce que c'est vraiment intéressant. En tout cas, pour ceux qui aiment les mangas et ceux qui aiment le Japon et l'histoire japonaise, ne passez pas à côté. Au niveau de la note, voilà, le dessin me rend nostalgique et je vais sûrement pas être très partial, hein, mais 16-17, moi j'aime beaucoup. Pour les derniers tomes, là aussi, ce sont des suites de séries en cours depuis un certain moment, donc
Ça va pas être très novateur ce que je vais dire, mais je tenais à parler du tome 15 et 16 d'Awashi paru chez Mangetsu, donc toujours le manga de foot. On est déjà au tome 16, ça passe mais super vite franchement. Je me régale avec cette série, j'ai l'impression qu'elle a commencé il y a quelques mois, alors que ça fait déjà plus de 2 ans. C'est dingue, c'est vraiment une grande régalade. Je me fais plaisir, des références football moderne, c'est très très cool. Et ceux qui aiment le foot, ne passez pas à côté de cette série qui a été adaptée en dessin animé. Franchement, elle est très très sympathique, vous pouvez la retrouver peut-être sur Crunchyroll je crois. On voit le jeune Ashito, le héros principal, qui progresse, qui va petit à petit devenir une pierre angulaire de l'équipe 1, enfin bref, on voit ses difficultés, on voit que ses potes galèrent, voilà, c'est pas juste comme Captain Tsubasa où c'est un génie, il veut ramener la Coupe du Monde au Japon, lui il veut juste devenir le meilleur attaquant du monde. C'est déjà un objectif un peu plus humble, on va dire ça comme ça, peut-être un poil plus facile. En tout cas, c'est un manga que je suis assidûment, c'est toujours un régal, même si j'avais pris un peu de retard sur l'achat. Je le conseille là aussi fortement, c'est 14-15. En tout cas, pour les amoureux de foot, tentez la lecture. Et on termine mes lectures avec le tome 9 de Goblin Slayer Year One et le tome 13 de Goblin Slayer tout court, j'ai envie de vous dire. Donc Goblin Slayer, c'est la série d'origine. Year One est un spin-off en fait qui raconte la première année du Crêpe Gobelin. Donc, alors, on va commencer par Year One. Dans ce tome-là, on le voit qu'il est encore en mission solo avec une personne de la guilde qui est censée l'évaluer pour voir s'il va accéder à un certain rang dans la guilde des aventuriers. Donc, on voit certaines galères, on voit un petit peu le système d'évaluation. Qui est assez intéressant, tout simplement de se dire comment est-ce qu'on devient un héros, comment est-ce qu'on est un héros respecté, comment est-ce qu'on monte dans la hiérarchie. Là, en fait, c'est très hiérarchisé, j'ai envie de vous dire, et c'est intéressant de voir un petit peu comment même les gens qui ne font que certaines tâches monotones, du genre tuer des gobelins, peuvent devenir des grands héros. On voit sa réflexion qui se fait, on voit que du coup il manque d'expérience. Ce qui est marrant, c'est qu'on sent le côté JDR. On voit c'est le destin, les dés sont jetés, c'est comme si des joueurs manipulaient les personnages, voilà, c'est vraiment une très bonne adaptation. Si vous aimez le jeu de rôle, ne passez pas à côté, c'est un super manga de médiéval fantastique. Dans le tome 13, on voit que la troupe du Crève Gobelin s'agrandit petit à petit, il y a de nouveaux personnages qui arrivent, donc il faut les former, il faut leur expliquer la stratégie pour pas qu'ils meurent dans les 3 premières missions qu'ils auront fait. On voit des attaques de gobelins toujours plus audacieuses. Alors il y a des moments c'est abusé, on ne parle que de gobelins, ça serait bien qu'il y ait un peu d'autres monstres parce que à les entendre, il n'y a que les gobelins qui sont les monstres ultimes de ce genre de monde, alors qu'il y a d'autres choses, des elfes noirs, des nécromanciens, des trucs comme ça. Donc j'espère qu'il y aura un petit peu plus quand même au bout d'un moment, parce qu'on tourne un petit peu en rond, toujours sur les mêmes ennemis, c'est un petit peu lourd même s'il y a quand même des nouveautés. En tout cas, il y a du sang, il y a du combat, il y a des phases de repos, de réflexion. Moi, j'adore. Je vais mettre... Alors, c'est difficile de dissocier un peu les deux. Je vais mettre une note globale 14-15 au manga. J'aime beaucoup, je le recommande fortement. La vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche des notifications pour être prévenu de la sortie d'une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me mettre des pouces, des commentaires. Vous savez que je vous réponds. J'adore lorsqu'on a des interactions. Dites-moi quelles sont les lectures que vous avez faites ce mois-ci. Quelles sont les lectures que vous avez aimées que j'ai fait ou que vous avez détestées. Alors on pourra en débattre, c'est toujours intéressant. Si la communauté grandit, c'est grâce à vous, tous ceux qui regardent les vidéos, les partagent, mettent en avant dans des stories sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas aussi à me suivre sur les miens de réseau. Notre communauté grandit, ça me fait très très plaisir et je le répète, c'est grâce à vous. C'était Prof et Geek, je suis très content d'avoir fait un petit bout de chemin avec vous dans ce multivers de la pop culture. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.